Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, c'est enfin officiel. Les travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime s'est ouvert cet après-midi à Lomé. Plusieurs délégués de différents pays préparent à cet événement qui va durer 5 jours. Nous ferons le point dans un instant avec notre envoyé spécial Dieudonné Séono. La Côte d'Ivoire veut en finir définitivement avec l'éternel problème de l'ivoirité. Un test proposé par le président Alassane Dramane Ouattara a été présenté à la presse ce week-end. Dame Nature n'est décidément contre Haïti après le violent séisme qui a frappé le pays il y a quelques années. C'est au tour de l'ouragan Mathieu de dévaster l'archipel. Les dégâts sont importants et une épidémie de choléra menace actuellement le pays. Encore une fois, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au journal de Delta Santé. Je le disais en titre, le temps du sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique a été lancé ce jour par le Premier ministre togolais, Glasso Selombe. Les événements parallèles en marge de cet événement étaient à l'honneur du lancement de cet après-midi. On fait le point avec notre envoyé spécial sur les lieux avec Dieudonné Séono et Mathias Sissi. Ici, sur l'esplanade du palais des congrès de Lomé que s'ouvre aujourd'hui, l'esplanade d'ailleurs carrément métamorphosée, comme il faut le dire, parce que recouvert de toutes les couleurs du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime à marge d'ailleurs du grand rendez-vous du 15. Les activités parallèles s'ouvrent ici pour servir de cadre d'échange d'ailleurs, véritablement visant à réorienter des activités allant dans l'intérêt supérieur de la mer. Et ils sont venus de différents contrées des 54 pays d'Afrique qui sont ici pour au moins 4 jours de discussion. Il a été dit que les événements, notamment les side events, sont des occasions pour approfondir les différentes thématiques qui feront l'objet de réflexions durant ce sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Et donc, nous venons de lancer les activités qui vont permettre de faire voir la compétence que les uns et les autres ont dans les différentes actions, notamment la lutte contre la piraterie, la protection de l'écosystème marin, et comment faire fructifier la pêche sans détruire toute la faune halieutique. Donc il y a beaucoup de thématiques, la lutte contre la drogue et les armes. Donc ces panels sont des occasions qui doivent permettre aux différents participants d'échanger, de faire des connaissances, de savoir qu'il y a telle technologie aujourd'hui pour mieux lutter contre tel acte illicite en mer. Et donc, c'est l'ouverture aujourd'hui et qui doit déboucher le samedi le 15 sur le travail que les chefs d'État et de gouvernement vont faire. En marge du sommet des chefs d'État et des gouvernements des différents pays africains, les experts nationaux comme internationaux devront se réunir ici même durant 4 jours de travaux pour penser aux stratégies visant à faire du secteur marin un poumon de développement. Des centaines de panélistes venus du monde entier sont aussi attendus à ce grand rendez-vous dont la première journée des activités démarre dès ce mardi. Voilà pour ce qu'on pouvait retenir sur cette première journée. Nous reviendrons un peu plus en détail lors de nos prochaines éditions sur le reste des événements de ce sommet. Toujours en page nationale, la liste des boursiers du programme du programme Excellence Junior de la Fondation Nana année 15 vient de s'agrandir. 42 nouveaux élèves du CEPD vont bénéficier d'un accompagnement financier de la dite fondation. Cela s'est manifesté le week-end dernier par la signature d'un accord de protocole. Plus de précisions avec Nazif Afo et Mathias Essessi. La rentrée scolaire 2016-2017 s'annonce déjà très bien chez les meilleurs élèves de la préfecture des Lacs.
La Fondation Nana Année 15, à travers son programme Excellence Junior, a octroyé des bourses d'études et d'aide scolaire aux élèves de la 6e en terminale ayant obtenu une moyenne annuelle de 14 sur 20. Pour la Fondation Nana Année 15, l'objectif reste le même: contribuer à la formation des élites de demain en les stimulant vers la recherche constante de l'excellence. Nous sommes en train de préparer l'élite de demain et nous sommes heureux que ce programme fasse des émules à l'intérieur du pays. Nous avons commencé avec des moyennes de 12. Avec 12, vous étiez éligible à ce programme de bourse. Mais depuis l'année dernière, nous avons monté un peu la barre plus haute à 14. Il faut avoir au minimum 14 de moyenne. Mais c'est ceux-là qu'il faut encourager et nous sommes satisfaits que les parents aussi nous aident à réussir ce programme. Pour le compte de cette 5e promotion, 42 élèves admis au CEPD intègrent donc ce programme Excellence Junior à travers la signature de cette convention. Les anciens élèves des 4 précédentes promotions qui ont su maintenir le cap à travers leur travail ont procédé au renouvellement de leur convention. Ces bourses d'études et d'aide scolaire couvrent les frais de scolarité, des fournitures scolaires et autres. Balak Yin, premier ex-aequo au BPC, est reparti avec un ordinateur portatif et des livres. Cet élève du complexe scolaire Soke de Noche a émerveillé les responsables de la dite fondation par la qualité de son travail. Pour récompenser ses efforts, elle repart avec une bourse de 180 000 francs et une autre enveloppe pour couvrir ses frais de déplacement. Mademoiselle Germaine, étudiante en BTS, a reçu pour sa part une bourse d'études d'une valeur de 400 000 francs CFA. C'est formidable, j'apprécie très fort cela par la grâce de Dieu. Nana Année comme dessous m'a aidé pour pouvoir évoluer. Je remercie Dieu aussi qui a touché son cœur. Je suis très content de cette initiative que Nana Année a prise. C'est une initiative audacieuse. Et je suis très content de faire partie de ce programme. Je suis très fier d'avoir bien travaillé au CPD pour pouvoir faire partie de ce programme. Et j'aimerais inciter tous les autres camarades à exceller sur le plan scolaire pour pouvoir être admis à ce programme. La 5e édition du programme Excellence Junior a été aussi marquée par la remise du matériel informatique et de produits pharmaceutiques au petit séminaire Saint-Pédis d'Aguenivé. Des lots de vivres et de non-vivres sont allés au centre psychiatrique de Zébé, un geste fortement apprécié par les bénéficiaires. La fondation Nana Année a volé à notre secours en mettant à notre disposition un lot important de produits vivriers et de non-vivres. Et on ne peut que remercier la fondation Nana Année, remercier le roi Nana Année 15 pour son sens de l'humanisme qui est en train de toucher toutes les couches de notre société. À ce jour, la Fondation Nana Année 15 compte 107 boursiers, dont 35 filles. Pour cette 5e édition, les bourses et les dons sont estimés à 20 millions de francs CFA. L'actualité à présent du Togo, la Côte d'Ivoire veut en finir une fois pour de bon avec la question d'ivoirité. C'est pour cette raison que le président Alassane Ouattara veut organiser un référendum dans les jours prochains. Il a présenté il y a quelques jours son projet de loi aux députés et hier c'était le cas de la presse. Suivez plutôt. Le projet de nouvelle constitution de la Côte d'Ivoire a été présenté à la presse. Le comité mis en place par le président Alassane Ouattara, le juge démocratique, contrairement à l'opposition qui affirme que le nouveau projet est répressif. Le comité a ajouté que cette nouvelle constitution, qui sera soumise à référendum, apportera des éclaircissements sur la nationalité ivoirienne, un sujet qui a dominé l'opinion publique ces dernières années. Et selon la constitution donc, si vous êtes né, et vous devez être né ivoirien de naissance, c'est que vos parents, au moins un de vos parents, doit avoir la nationalité ivoirienne préalablement. Et comme on exige qu'un des parents soit ivoirien d'origine, c'est que vos grands-parents, l'un de vos grands-parents doit être ivoirien. Il peut être naturalisé, il peut être ivoirien de tous les jours. La notion d'ivoirité, présente dans l'actuel texte fondamental, avait plongé le pays dans une grave crise et accentué des divisions au sein de la population. Évitons dans nos constitutions
tout ce qui est à même de nous conduire à l'abîme. Le président a une phrase qui est toute simple. Il faut éviter l'exclusion. L'opposition a appelé les Ivoiriens à rejeter ce projet de constitution, arguant qu'on ne lui a pas laissé le temps de parcourir le document de 57 pages. Regain de tension en République démocratique du Congo. 10 personnes ont trouvé la mort dans de nouveaux affrontements à Béni. Des combats qui ont eu lieu entre l'armée congolaise et des présumés rebelles ougandais. Arrestation du secrétaire général adjoint de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en République démocratique du Congo. Selon cette formation politique de l'opposition, Bruno Tibala, également porte-parole du rassemblement d'opposants au président Joseph Kabila, a été interpellé à l'aéroport international de Njili à Kinshasa dimanche. Son passeport a été confisqué et on l'a emmené vers une destination inconnue, a déclaré à l'AFP Augustin Kabouya, secrétaire national du parti chargé de la communication. Son nom figurerait, selon une source au sein de la magistrature, sur une liste d'une dizaine de dirigeants du rassemblement transmise par le procureur général de la République au service aux frontières avec ordre d'arrêter ces personnes dans le cas où elles viendraient à quitter le territoire. Une arrestation qui arrive alors que la RDC traverse une crise politique profonde depuis la réélection du président Kabila en 2011. Une crise qui a fait au moins 53 morts, 49 civils et 4 policiers selon l'ONU. Voilà, c'était plutôt le sujet sur l'arrestation d'un leader de l'opposition congolaise. Nous reviendrons sur le sujet tantôt annoncé au cours de nos prochaines éditions. La situation demeure tendue en Éthiopie à tel point que le gouvernement du pays a décrété l'état d'urgence après les violents affrontements qui ont eu lieu dans le pays il y a quelques jours. Les populations oromo marginalisées par la minorité au pouvoir veulent que leur sort soit définitivement réglé. C'est une mesure sans précédent. En 25 ans, jamais l'Éthiopie n'avait déclaré l'état d'urgence sur l'ensemble de son territoire. La mesure doit durer 6 mois. Nous sommes dans une situation où la paix et la stabilité de notre pays, mais aussi la sécurité de notre population est compromise. Les responsables sont des éléments belliqueux qui, en collaboration avec les ennemis extérieurs de l'Éthiopie, travaillent ensemble pour déstabiliser le pays. Dans la ligne de mire du gouvernement, les communautés Oromo et Amhara, deux groupes ethniques qui composent 60% de la population éthiopienne, et contestent un pouvoir détenu par une petite élite, celle des Tigréens. Depuis plusieurs mois, les Oromo réclament une ouverture politique et contestent la privatisation des terres agricoles au profit d'entreprises étrangères. Mais les protestations ont pris un nouveau tournant dimanche dernier, quand 55 personnes ont été tuées lors d'un mouvement de foule provoqué par un tir de sommation de la police lors d'un festival religieux et musical de la communauté Oromo. Une bavure qui a mis le feu aux poudres. Des complexes touristiques, des fermes et des usines appartenant à des étrangers ont été incendiés. Pour l'opposition, l'état d'urgence n'a d'autre but que de consolider le pouvoir policier du gouvernement et d'empêcher toute manifestation. Cette annonce nous a choqués et attristés. Nous avions espéré que le gouvernement y réfléchisse à 2 fois et ouvre l'espace de la discussion. Les leaders religieux, les responsables académiques et les citoyens demandent au gouvernement de faire preuve de retenue et d'ouvrir un dialogue national. Mais il répond comme à son habitude, et son habitude, c'est d'utiliser toujours plus de force et de répression. Les détails de l'état d'urgence restent flous. Le réseau Internet mobile et les réseaux sociaux sont coupés depuis 5 jours. Les protestataires, eux, ont déjà montré qu'ils ne reculeraient pas devant ces intimidations. Plusieurs routes menant à Addis Abeba sont actuellement bloquées. Direction à présent l'Allemagne pour dire que le pays d'Angela Merkel a échappé de justesse à un attentat terroriste. La police du pays a procédé à l'arrestation d'un jeune Syrien soupçonné de préparer des attaques sur le sol allemand. Cette arrestation a été rendue possible grâce aux membres de sa communauté. Voici l'homme qui aura donné des sueurs froides à toutes les polices du pays pendant 2 jours. Jaber Al-Bakar, qui se faisait passer pour un réfugié depuis plus d'1 an, est un jeune Syrien de 22 ans. Il est soupçonné d'avoir voulu commettre un attentat à la bombe dans un aéroport en Allemagne. Sa traque a pris fin ici, dans cet appartement de Leipzig, occupé par 3 autres Syriens et auprès desquels le suspect avait demandé de l'aide. Mais après avoir découvert sa véritable identité grâce à l'avis de recherche des autorités publié
publié sur Internet en arabe. Ses hôtes, ses compatriotes, l'ont ligoté et dénoncé à la police. Le mode opératoire et le comportement du suspect laissent penser pour le moment qu'il était en relation avec le groupe État islamique. Selon nos informations, Jaber Al-Bakar avait effectué des recherches sur Internet sur la manière de fabriquer des bombes et s'était procuré les matériaux nécessaires. Samedi, Jaber Al-Bakar, qui était surveillé par les services de renseignement allemands, avait échappé de peu à la police. Prévenu d'un risque imminent de passage à l'acte, les forces de l'ordre étaient intervenues et avaient découvert chez lui à Chemnitz du TATP, les mêmes explosifs utilisés lors des attentats de Paris et de Bruxelles. Lors de sa conférence de presse, la police a précisé que ces explosifs retrouvés étaient prêts à l'emploi. Le suspect préparait probablement une ceinture d'explosifs dissimulée. La coalition saoudienne bombarde une cérémonie funéraire en plein cœur des Sanaa, dans la capitale yéménite. 140 personnes y ont perdu la vie. Alors, pour exprimer leur indignation, plusieurs milliers de Yéménites ont manifesté devant le siège des Nations Unies. Sous cette épaisse colonne de fumée noire, une foule de Yéménites fauchés par une frappe aérienne en pleine funéraille. Certains tentent de fuir, d'autres portent secours, mais le carnage n'est pas terminé. Bilan, au moins 140 tués et plus de 500 blessés dans cette attaque attribuée à l'Arabie Saoudite et ses alliés sunnites. Cela fait 18 mois déjà que cette coalition arabo-sunnite bombarde les rebelles houthis chiites au pouvoir dans le nord du Yémen, sans faire de détails. La deuxième bombe est arrivée 2 minutes après la première. Après être sorti en courant, j'ai vu que les gens qui se trouvaient derrière moi ont été tués ou blessés. Moi, j'ai de la chance. Je n'ai que de légères blessures à la tête. Parmi les victimes, le maire de la capitale yéménite, Sanaa, qui était venu présenter ses condoléances à la famille d'un ministre pro-rebelle houthi. Désormais, le deuil cède le pas à la colère et la rue réclame vengeance contre le royaume saoudien, mais aussi contre les États-Unis, alliés de Riyad. Dénonçant un crime de guerre, les manifestants attendent de la communauté internationale une réaction forte. Nous disons en haussant le ton que la violence doit cesser au Yémen. Les civils doivent être protégés. Les Yéménites ont assez souffert comme ça. Niant toute implication, le royaume saoudien annonce l'ouverture d'une enquête, alors que sa coalition militaire est accusée de plusieurs bavures. Le deuxième débat télévisé des candidats pour la présidentielle américaine a eu lieu la nuit dernière. Un débat en deçà des attentes des électeurs, car au lieu de parler de leur programme, Hillary Clinton et Donald Trump se sont plutôt attaqués. Ils ne se sont même pas serré la main au début du débat. Hillary Clinton et Donald Trump se retrouvent dans un climat électrique. Et d'abord, au sujet de la vidéo qui accuse le candidat républicain de propos sexistes. Donald Trump s'excuse du bout des lèvres. C'était une discussion de vestiaire, j'en suis pas fier. Je me suis excusé auprès de ma famille, auprès du peuple américain, je ne suis pas fier de ça. J'ai un très grand respect pour les femmes, personne n'a plus de respect pour les femmes que moi. Mais surtout, le candidat républicain va contre-attaquer en s'en prenant directement au mari d'Hillary Clinton, présent dans la salle. 1 heure avant le débat, coup de théâtre, il présente à la presse plusieurs femmes qui accusent Bill Clinton d'agression sexuelle. Si vous regardez Bill Clinton, c'est bien pire. Moi, ce n'était que des mots. Lui est passé à l'acte. Qu'est-ce qu'il a fait pour les femmes? Il n'y a jamais eu personne dans l'histoire politique de ce pays qui a été si violent envers les femmes. La candidate démocrate esquive devant son mari, impassible. Je me souviens de ce que mon ami Michelle Obama nous a tous conseillé. Quand il s'abaisse, nous nous élevons. Un Donald Trump comme un lion en cage, offensif et prêt à tout pour déstabiliser sa rivale. Notamment lorsqu'est évoquée l'affaire des courriels d'Hillary Clinton. La candidate est accusée depuis plusieurs mois d'avoir envoyé des milliers de mails à partir d'une messagerie privée non sécurisée alors qu'elle était secrétaire d'État.
Si je gagne, je vais donner l'ordre à mon ministre de la Justice de nommer un procureur spécial pour faire la lumière sur votre situation. Parce qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges, autant de choses cachées. C'est vraiment bien que quelqu'un ayant le tempérament de Donald Trump ne soit pas chargé des lois de notre pays. Parce que vous seriez en prison. Les deux candidats se sont également affrontés sur la question des impôts ou sur le rôle de la Russie de Vladimir Poutine dans la campagne américaine. Seul moment d'accalmie, lorsqu'un homme dans le public leur demande de citer un point positif chez leur adversaire. Elle dresse les louanges des enfants Trump. Lui salue sa ténacité, mais cette nuit, seule cette poignée de main, à la fin, les aura rapprochés. Voilà, Haïti est dans le chaos quelques jours après le passage de l'ouragan Mathieu. Le pays a été laissé à lambeaux. Les populations, en majorité pauvres, vivent dans des conditions difficiles et n'hésitent pas à se discuter les aides. Provoque une véritable scène de chaos en plein cœur de la ville d'Ekaï. Ce véhicule est chargé en sacs de riz et pour cela les Haïtiens sont prêts à se battre. Ici, la population privée de nourriture n'a pas d'autre espoir que de compter sur l'aide extérieure. Pour cet homme, ce sac a valeur de trophée. Ce n'est que le début. La situation va s'aggraver pour tout le Sud, parce que l'État haïtien ne peut pas gérer tout ça. Il est totalement dépassé. Une scène qui en dit long sur l'état de délabrement du pays. En fait, c'est un parti politique en campagne et non pas une organisation humanitaire qui a pris l'initiative de cette distribution. Mais qu'importe ici, c'est toujours la loi du plus fort qui l'emporte. Moi, je suis malade. Je ne peux pas lutter avec cette foule. Je dors dans la rue. Tout ce que j'ai sur moi, c'est tout ce qui me reste. L'État est en effet presque entièrement absent. Seule la Croix-Rouge d'Haïti gère l'urgence, comme ici, dans ce centre improvisé dans un lycée. L'ouragan a poussé des centaines de milliers d'habitants dans la rue. Pourtant, même ici, il faut composer avec l'unique point d'eau. Les eaux ne sont pas potables, ne sont pas tout à fait traitées et il y a une flambée de choléra. Les véhicules des Nations Unies débarquent. Cette fois, c'est annonciateur de bonnes nouvelles. Du riz, des pâtes et de l'huile sont distribués équitablement pour les 500 personnes qui s'entassent ici. Tous sont des réfugiés des villages touchés. Voilà, et c'est dans ce contexte que l'épidémie de choléra se propage à une vitesse vertigineuse dans le pays. La situation sanitaire est préoccupante vu que cette épidémie de choléra a déjà causé la mort de plusieurs personnes. Sur la côte sud-ouest d'Haïti, près de 90% des bâtiments ont été détruits. Et pour les rescapés qui tentent tant bien que mal de trouver eau et nourriture, une autre menace plane, celle du choléra, une maladie à la période d'incubation très rapide qui se répand par l'eau contaminée. J'ai 5 personnes à ma charge et je n'ai pas un centime pour acheter un médicament. Ils ont de la fièvre, mais je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital pour acheter du sérum. Le choléra cause des diarrhées aiguës qui, sans hydratation nécessaire, peut tuer en quelques heures. À l'hôpital de Port-Piment, au cœur de la zone ravagée par l'ouragan Mathieu, les 2 docteurs et 7 infirmières, déjà débordés par la catastrophe, s'inquiètent. À court de médicaments, de nourriture et même d'eau, ils comptent déjà 60 cas de choléra et 4 morts. Nous avons besoin de sérums oraux contre les diarrhées et de tablettes de purification d'eau pour pouvoir sauver ces gens. Ils sont désespérés. Nous n'avons plus d'eau. Il faut trouver de l'eau si nous voulons empêcher le nombre de cas d'augmenter. Bien conscients du danger qui menace, les secours concentrent leurs efforts pour tenter de remettre sur pied les centres médicaux du sud de l'île, d'y acheminer l'eau potable et d'organiser l'enterrement en fosse commune des morts pour limiter le risque d'épidémie. Au moins 900 personnes ont été déclarées mortes ou disparues après le passage de l'ouragan Mathieu, un bilan meurtrier qui, avec le choléra, pourrait rapidement doubler. Depuis le tremblement de terre de 2010, la maladie a déjà fait 10 000 morts. Voilà qui met fin à cette édition, mesdames et messieurs. Mais retenez essentiellement que c'est enfin officiel. Les travaux du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime se sont ouverts cet après-midi à Lomé. Plusieurs délégués de différents pays ont pris part à cette cérémonie d'ouverture.
La Côte d'Ivoire veut en finir une fois pour de bon avec l'éternelle question d'ivoirité. Le test proposé par le président Alassane Dramane Ouattara aux parlementaires a été présenté à la presse ce week-end. Et puis, Dame Nature est décidément contre Haïti après le violent séisme qui a frappé le pays il y a quelques années. C'est à présent au tour de l'ouragan Matthew de frapper l'archipel. Les dégâts occasionnés par le passage de cet ouragan sont importants. Voilà qui referme définitivement cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes ces équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à la présenter. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Delta Santé. Au revoir.